Bonjour et bienvenue à Foi Lire. Je m'appelle Frédéric Tupinier-Martin. Aujourd'hui, et vous allez m'entendre, je vais y venir, une autre œuvre casse-cou, Germinal d'Émile Zola. Dans l'épisode, vous allez m'entendre parler d'autoflagellation de début d'épisode. Je répète l'exercice à ce moment même. Une œuvre titanesque, d'une profondeur inouïe, difficile toujours à aborder. C'est d'une richesse incroyable, ce livre, sur les luttes de classe, sur les relations humaines, sur l'effet du pouvoir, sur les mouvements sociaux, avec une clairvoyance aussi par rapport à une montée du socialisme et du communisme à l'époque, avant même que les premiers régimes communistes arrivent. Et aussi une œuvre tellement importante pour toute personne qui, comme moi, travaille en santé publique, qui s'intéresse aux inégalités sociales et aux impacts sur la santé, avec une description tellement véridique des impacts ravageurs de la pauvreté sur le corps, sur les liens sociaux. Puis au-delà de tout ça, de comment cette œuvre s'inscrit dans l'universel, le simple plaisir de la lire, ces descriptions, mon Dieu, puis vous allez m'entendre, mais lorsqu'on descend la première fois dans la mine, qu'on a les yeux qui piquent, qu'on sent l'humidité sur nos bras et tout, la chaleur, le froid, la faim. Wow, vraiment. Donc, je suis joint cette semaine par Isabelle Goupil-Sormani, ma collègue et amie, qui s'est investie elle aussi dans l'œuvre, qui a vraiment, vous allez l'entendre, pour qui Germinal a tellement de sens et occupe une place importante dans sa vie. Et voilà, amusez-vous bien et bon épisode. Fait que là, c'est parti. Pour vrai. C'est le vrai enregistrement. Puis c'est là que je vais me mettre dans le micro. Puis je le dis à chaque début d'épisode. Fait que là, si j'en fais trop, il faut que tu me le dises. Puis je vais essayer de me gérer. C'est mes tics nerveux de moi qui essayent de réfléchir en début d'épisode. D'ailleurs, je vais afficher mes notes. Ah non, mais toi, tu triches. Moi, j'arrive avec rien, juste ma mémoire, juste mon émotif, mon ressenti. D'habitude, j'écris un résumé complet de l'histoire, puis là, tu vois, j'ai rien mis. Là. Il y en a plein sur Wiki. Il y a 7 germinales. On va régler ça, là. Il y a 7 germinales? 7 éditions? 7 films germinales. Oui, tout à fait. De tout ce que tu veux, là. Fait qu'on passe à autre chose. Mais, ben, tu vois, mais j'ai quand même envie d'en faire un parce que, tu vois, j'ai parlé avec des gens des gens qui ont previewé, pre-listened, en bon français, certains épisodes, puis notamment Les Chevaliers d'Émeraude, puis qui m'ont dit « Hey, ça faisait tellement longtemps que je les avais lus, puis j'avais pas envie de les relire. » Puis j'étais content quand même que tu prennes un moment pour expliquer ce qui se passe dans le livre, parce que moi, je m'en rappelais plus, tu sais, puis ça me permettait de suivre le reste de l'épisode. J'ai hâte de voir comment tu vas résumer. Parce que Germinal? Oui, parce que ça peut aller très, très vite. Ou très lentement. Ou très lentement. Tu peux choisir la perspective d'Émile Zola qui va décrire ça pendant des pages et des pages et des pages, ou y aller assez simplement. Mais moi, j'ai tellement hâte de réagir. Là. Tu peux pas savoir. Là, c'est ça que je racontais avant l'enregistrement. J'étais dans l'auto, là, puis j'avais comme des phrases magiques que j'ai hâte de sortir, qui vont probablement mal sortir, mais j'ai juste hâte. On va les... Fait que fais ton résumé, là, qu'on passe à aux vraies affaires. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui t'a écouté pour le CID, oui. Puis qui m'a dit qu'elle avait beaucoup apprécié tes commentaires, ta façon d'analyser. Puis, OK, parce que là, je vais être organique. Là, je vais être très, très organique. J'ai réalisé plein d'affaires. En fait, c'est un livre que j'ai lu à l'adolescence, probablement comme toi, dans les grands classiques. Non. OK, non, moi, j'ai rien lu dans ma vie, à part... pauvre toi, à part les Chevaliers. À part les Chevaliers d'Émeraude. C'est ça. Non, moi, j'avais lu ce livre-là, puis j'ai réalisé que toute ma conception de la santé publique était basée sur ce livre-là. En fait, Dieu, tout ce que je suis... Puis là, de le relire près de ma cinquantaine, à 49 ans,
Ben, je l'ai commencé à 48, puis je l'ai fini à 49. C'est trop long à lire, cette affaire. C'est juste qu'il ne faut pas lire autour de sa fête. Mais et j'ai fait comme, mais mon Dieu, c'est comme ça. Toute la vie dans les mines, la façon dont j'imagine les mines en Afrique, en Amérique latine, là, on n'arrête pas de dire qu'on transnationalise les risques et les conditions ne sont pas très bonnes. Mais c'est comme Germinal me l'a montré, les manifestations où ça dérape, puis ça se met à se garrocher des roches, puis à un moment donné, pouf, pouf, ça part, c'est Germinal. La violence conjugale, c'est Germinal. Les pas de classe, c'est Germinal. La façon dont on voit l'entreprise privée qui se dit généreuse en prenant en charge le logement, le salaire, c'est Germinal. Il n'y a rien de ma vie qui n'est pas Germinal. Puis là, je me suis dit, tu sais, je suis une petite fille du plateau, bien éduquée, puis je me rends compte Mont-Royal. Au plateau Mont-Royal, bien sûr, à Montréal. Mais je me rends compte que toute ma conception des classes vient de ce livre-là. Les rapports hommes-femmes aussi, il y a tout est dedans. Fait que là, tu peux y aller avec ton résumé. Ah non, mais je veux dire, c'est fou, là. Puis c'est écrit, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, c'est écrit cinématographique, même si c'est avant le cinéma. C'est rempli de clichés du cinéma, qui ont été repris par le cinéma. Mais c'est très visuel, c'est très descriptif. Tu les vois étouffés, tu les vois... On a faim pour eux, hein? Oh, on a faim, on a tout. Ouais. On a tout. Ah, ouais. Tu sais, depuis le premier paragraphe, où ça... Ben, pas le premier paragraphe, mais les premières pages où ça crache le charbon en toussant, à, tu sais, la fin, tu te dis, mais j'ai compris, tu sais. Puis... Et tu vois ça revient. Il ne fait pas juste une fois pour chaque chose. Ah non, ça revient. 20 fois pour chacune des choses. Puis, à un moment donné, je connais le livre, je connais le début, je connais la fin, mais j'essayais de le lire plus vite parce que c'est long, là. Mais ça se lit pas si vite. Ça se lit pas pantoute. Parce qu'on peut échapper des affaires vraiment pertinentes. C'est épouvantable. Ouais. Mais tout est beau. J'imaginais, tu sais, les salons des bourgeois de Westmount, là, c'est Germinal. Qui rient pendant, ou qui font des soupers en faisant comme si de rien n'était pendant que les gens lancent des roches puis leur crient des noms. Ah, mais c'est, tu sais, toutes mes clichés, comme tu le dis, mais toute ma représentation des rapports de pouvoir entre les anglophones protestants puis les catholiques, moi, mais là, c'est des Français avec Français, là, ça n'a pas rapport. Mais quand même. Mais j'ai réalisé que Germinal avait germé. D'où le titre, qui est vraiment ça. C'est printemps. C'est le printemps, oui, c'est ça. Il y a eu plusieurs idées de titres, Zola, mais Germinal, c'était vraiment ça. C'est ça, mais c'est fou comment j'ai réalisé que ce livre-là s'était imprégné dans mon inconscient. Puis j'ai fait... Ça m'a troublée. Ça m'a troublée, mais... Intéressant. Mais moi, c'est ça, je ne l'avais jamais lu avant très récemment, mais finalement, quand même, beaucoup de choses qui étaient présentées là-dedans. En tout cas, on y viendra, mais beaucoup de choses qui étaient présentées là-dedans que... Finalement, moi aussi, j'avais déjà vu, mais je pense aussi que c'est peut-être dans des référents culturels que le public a internalisé. Probablement, mais moi, je l'ai aussi lu comme spécialiste en santé publique, ce que tu es, toi aussi. Nouvellement. Félicitations, bravo. Moi, ça fait 15 ans. Mais, tu sais, j'ai vu plein d'éléments d'analyse, puis je me suis trouvée pertinente en lisant. Tu sais, des fois, la littérature, on n'a pas les codes. On s'est déjà dit qu'on était peut-être un peu imposteur avec le club CID. Oui, avec le CID. Mais là, avec Germinal, je ne suis pas du tout imposteur. Mais c'est pas dans la littérature que je m'installe. C'est dans l'ensemble des codes. Puis il y a même des moments où je suis devenue du côté du patronat. Puis je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Puis je n'étais pas supposée. Tu es supposé être du côté des mineurs, là, c'est la grande misère. Est-ce que la révolte est juste ou non? Est-ce que la violence est justifiée? Puis tu sais, ça part sur une approche de prudence. Ils trouvent que c'est un ingénieur qui descend dans les mines, qui trouve que les galeries sont pas assez sécurisées. Sauf qu'ils ne payent pas. Mais non, je sais qu'ils ne payent pas, mais là, ils disent on va vous payer séparer. En tout cas, bref, je suis en train de tout... Mais c'est juste pour dire que... Non, j'ai plein de choses à dire. Ça fait 2 mois que j'attends. Frédéric, j'en peux plus. Mais tu l'as lu, tu as fini de le lire il y a 2 mois? Oui, à peu près. Puis j'ai relu. Oui, c'est ça. Moi, je suis un peu loin, mais j'avais juste hâte de t'en reparler. J'étais juste comme contente. Là. C'est long à lire. C'est vraiment, vraiment long à lire.
Oui, ça accompagne les insomnies. Moi, je m'endors facilement quand je lis, là, fait que... Mais, particulièrement ça. mais, Mais c'est très bon, par contre. mais Germinal, il a pollué mes rêves, ça, c'est clair. Alors, vas-y, raconte ton résumé, parce que moi, j'ai plein de choses à dire. Ça. J'ai beaucoup moins de notes que d'habitude parce que j'ai été serré dans le temps et que c'est une œuvre vraiment costaude. Encore une fois, c'est ça. Je ne suis pas digne, mais quand même, on se lance parce que c'est excellent, puis il faut le faire parce qu'on a du plaisir, puis c'est pas le but du podcast, mais quand même, je ferai mon début d'autoflagellation d'épisode sur une grande œuvre littéraire pour lesquelles, bon, on n'a pas des études en littérature, mais qu'on a par contre une vision de critique, disons, de personnes en santé publique, je pense qu'il peut être intéressante, tout à fait. Émile Zola, t'avais-tu déjà lu des choses de lui? J'avais lu L'Assommoir. Non, L'Assommoir puis Germinal. OK. Parce que c'est ça. Ce que j'ai pu comprendre, donc, Émile Zola, sa grande œuvre, c'est Les Rougon-Macquart, là, qui est une série de nombreux livres. Et Germinal est le 13e livre des Rougon-Macquart, si j'ai bien compris. Et je pense qu'il y en a d'autres, mais les personnes qui nous écoutent... OK, la série, donc L'Assommoir, possiblement. c'est dans la même série. Probablement. Là, okay. Puis c'est tout le temps... C'est une famille, puis c'est des membres de la famille qui sont représentés. Étienne est un membre de cette famille-là, mais j'ai comme compris que Germinal était comme une espèce de spin-off un peu des Rougon-Macquart, dans le sens où ce que j'ai pu comprendre, c'est bon, l'œuvre a été publiée en 1885, fait que fin 19e siècle, début de la révolution industrielle en Europe, puis partout en Amérique aussi, là, en Occident. Mais que c'est ça, il y avait eu une révolte des mineurs là, autour de ces années-là. Zola avait été exposé, je pense qu'il a même visité une mine lui-même, et je pense qu'il a voulu comme forcer une œuvre sur ce sujet-là en dérogeant un peu de sa généalogie habituelle là, des Rougon-Macquart, parce que Étienne, le personnage principal de Germinal, c'est un Lantier et non un Rougon-Macquart. Mais bref, c'est un peu comme ça qu'est né Germinal. Mais donc, on est dans la France de fin du 19e siècle. On suit un jeune homme, Étienne, donc, qui se promène dans les plaines du nord de la France. C'est une région fictive, là, Montsou-Marchienne. J'ai jamais trop compris c'était exactement comment s'appelait la région. Qu'est-ce qui était la ville, qu'est-ce qui était la région. Là. Je pense Marchienne est la région, Montsou est la ville, mais bref. Puis les corons, en tout cas. Bref, des termes des villes minières de l'époque. Mais bref, Étienne marche dans la plaine et cherche un job. On comprend qu'on est comme dans une espèce de situation, une crise économique. Puis bon, Étienne vient de se faire virer de son emploi parce qu'il a frappé son boss. Je te vois... Non, c'est correct. C'est juste qu'on l'apprend plus tard, mais ça va. Là, on est dans le début du récit. Donc, Étienne se cherche un job, arrive à une mine de charbon. Il essaye de rentrer. On lui dit qu'il n'y a pas de place. Puis finalement, on apprend qu'il y a un mineur, je pense, qui est décédé. Ou en tout cas, je pense qu'il était décédé. Une mineure. Oui, c'est ça, qui était décédé. Oui, parce qu'ils remplacent les femmes. Par des hommes pour être plus productifs. C'est ça. Ils veulent plus des femmes dans la mine. Puis c'était comme un prétexte. Puis tout le monde est un peu fâché qu'ils soient embauchés, mais en même temps, ça fait l'affaire parce que je l'ai dit, que la féministe va ressortir. Puis on va avoir plein de choses à dire là-dessus, d'ailleurs. Fait qu'Étienne se fait embaucher. Première descente dans la mine. Lui était machineur autrefois, donc il n'était pas habitué de travailler au fond des mines. C'est une mine de charbon, par ailleurs. Pour arracher la houille, qui est le charbon, en tout cas un type de charbon qu'on extractait dans ces années-là, qu'on extrayait, qu'on minait, et se rend compte des conditions complètement abominables, puis on y viendra, mais la description de la première descente dans la mine, là, on a l'impression d'y être avec lui, là, tellement c'est décrit de manière magistrale. Et donc, se rend compte des conditions, se rend compte aussi à quel point les gens sont peu payés pour travailler. Puis que tout est un prétexte pour leur retirer leur salaire. C'est ça qui est extraordinaire. Là. C'est ça. De rage, là, mais tu sais, tout est un prétexte. Il y a toujours une excuse pour retirer... Tout à fait. Ben, c'est ça. Dès qu'on commence l'histoire, il y a les ingénieurs de la mine qui font le tour des galeries. Des galeries, merci. Là où les mineurs font l'extraction. Puis, ils se rendent compte que le bois qu'on utilise pour retenir le sol qui dans les tunnels, en fait, est en train de craquer, qu'il pourrait y avoir des éboulements à l'intérieur des tunnels. Puis,
déjà, on commence à menacer les mineurs de retirer de l'argent de leur... parce que les mineurs sont payés à l'extraction. En fait, ils ne sont pas payés à la journée, ils ne sont pas payés un salaire horaire, ils sont payés à l'extraction. Et on les menace de retirer de l'argent de leur extraction de charbon et de payer le boisage, qu'on appelle donc le renforcement des structures à l'intérieur des tunnels. Mais on les menace en leur disant que le boisage serait moins payé donc que l'extraction du charbon. C'est pas clair. C'est juste que les ouvriers se rendent bien compte que c'est plus long de faire le boisage, fait qu'ils vont le perdre. Je pense que c'est pas clair que ça va être moins payé, là. Puis moi, ça a été mon premier passage vers... Je suis peut-être du côté des patrons un petit peu. Surtout quand on connaît la fin. Parce que là, moi, je lis le livre, mais en connaissant la fin, en connaissant l'histoire. Fait que, tu sais, on le sait que le boisage va être un problème, là, quelque part dans l'histoire. Là. On y viendra, mais moi, c'est quelque chose que j'avais relevé, c'est à quel point Zola utilise mon Dieu, je ne sais même pas comment on appelle ça en français, mais le foreshadowing. Il va souvent mettre des indices sur ce qui va se passer plus tard. Tout à fait. Mais sur la première lecture, je les notais pas. Mais là, sachant ce qui va arriver, j'étais comme, voyons, il nous l'a dit, il nous l'a dit, il nous l'a dit. Mais il dit tout le temps, il est très symétrique dans, tu sais, puis oui, puis c'est... en fait, il y a des référents qui reviennent tout le temps, tout au long de l'histoire. Là. C'est assez magnifique. Mais ça, c'est à la deuxième lecture. Moi, je t'ai toujours dit que je voulais jamais relire un livre, là, mais là, je l'ai fait pour l'exercice parce que ça me tentait. Puis j'ai réalisé que pour des œuvres magistrales comme ça vaut la peine. Ah oui, excusez, c'était un ah oui. Mais surtout que je le lis, tu sais, avec 35 ans de différence, c'est quand même fantastique de voir l'humaine, tu sais, qui pose un autre regard. Mais justement, les boiseries, moi, je me suis retrouvée... Boisage. Boisage, pas boiserie, là, mais le boisage, ou les boisseaux, en tout cas. Tu sais, je me suis retrouvée du côté de l'ingénieur, là, dans mes réflexes. Puis surtout qu'on sait que c'est ça. Puis il y a un moment donné, c'est Catherine... Catherine, qui sont moi, ça fait 2 mois. Hein, l'intérêt amoureux d'Étienne. Oui, c'est ça. Et de Chaval. Catherine, tu sais, qui montre le grisou, tu sais, puis puis elle dit, regarde, le gaz. Là, je suis comme... J'étais là, ça va sauter. Mais encore là, tu sais, je le lisais avec l'intérêt de la fille de santé publique, qui en plus connaît la fin. C'est extraordinaire. Fait que là, vous venez de savoir qu'il y a quelque chose avec le boisage et quelque chose avec le grisou. Fait que allez lire le livre. Le grisou étant du méthane principalement, en tout cas des gaz carbonés là, qui sont relâchés, en fait, qui sont présents dans les poches de charbon. Dans les poches de charbon, exactement. Finalement de la décomposition des matières organiques là, qui produisent le charbon. Puis ça peut exploser parfois lorsqu'il y a une mèche qui est allumée là, dans les mines. Puis il y a souvent des accidents en lien avec ça. Des coups de grisou qu'ils appellent. Oui. Et surtout qui ont des lampes. Ouais, des lampes. Mais je pense que le but de la lampe, justement, c'est de l'éliminer au fur et à mesure. Là. Je comprends. Je pense. Là, cela dit. La lampe à fente. Pas la lampe à fente, voyons. Mais ils ont toutes des lampes. Ils partent toutes avec des lampes. Je ne me suis pas posé cette question-là. Là, toi, voyons, comment ils l'appellent leur... C'est pas la lampe à fente. La lampe à fente, c'est ce qu'on utilise en clinique. Mais bref, la lampe... Il y a une lampe avec une mèche qui je pense, brûle le charbon, le grisou au fur et à mesure qui est produit. Tout ça pour dire, donc, c'est ça, il arrive dans la mine, constate les conditions de travail exécrables, rencontre une jeune famille, les Maheu. En fait, c'est drôle parce que les personnages sont appelés seulement par leur nom de famille, sauf les adultes sont nommés par leur nom de famille, les enfants sont nommés par leur prénom. Donc, Maheu et la Maheude, qui est sa conjointe, qui sont une famille qui vivent là, dans une maison, dans les corons étant des espèces de quartiers résidentiels fournis par la mine pour héberger les mineurs. Puis, il prend connaissance d'eux puis il découvre la misère dans laquelle ils vivent. Là. Ils vivent au crédit, ont de la misère à mettre du pain sur la table, même s'ils sont 4-5 à travailler sur une famille de 7. Là. Et une des enfants des Maheu et Catherine, qui est justement là, donc l'intérêt amoureux d'Étienne. Là, je vais faire une mise en abîme, mais toi qui trouvais dans les Chevaliers d'Émeraude que 14 ans, c'était vraiment trop jeune, j'ai dit, t'as dû réagir en tabarnouche quand t'as lu le chapitre. Étienne, c'est ça, j'ai essayé de retrouver, mais l'âge d'Étienne, je pense qu'il a la vingtaine. C'est ça, début. Moi, j'avais début vingtaine, là, mais on comprend. Elle a 14 ou 15 ans, elle n'est pas vieille. Là. En tout cas, j'ai repensé. Je pensais qu'elle était... autour de 15 ans, puis elle n'a pas encore ses règles. C'est un peu ça. Elle n'est pas encore femme. Tout à fait. Ouais. Sauf qu'Étienne va l'avoir seulement lorsqu'elle sera... En tout cas, bref, on y viendra. Non, mais en tout cas, j'ai relu ça tantôt parce que j'ai relu le livre en grande vitesse tantôt.
Donc, c'est ça, ils prennent connaissance des conditions, de la misère dans laquelle les mineurs vivent. Et finalement, je pense qu'il arrive un éboulement. Je ne sais plus exactement c'est quoi l'événement déclencheur, mais il arrive un éboulement, je pense, dans le premier tiers du livre, simplement parce que les boisages cèdent. Puis là, la mine dit ça suffit et ils vont commencer à pas seulement payer les mineurs pour retirer le charbon, ils vont aussi les payer pour faire le boisage. Cependant, ils vont ils vont diminuer le prix des berlines, là, ce qu'ils appellent les chariots de mines remplis de charbon, puis ils vont payer le bois, mais ce qui fait que en fait, la mine, de la façon qu'elle va le faire, c'est qu'elle ne fera pas une équivalence, puis ultimement, elle va diminuer le salaire des mineurs en faisant cette modification-là des c'est ça, mais ils mettent en action la menace qui apparaît au début, dans le premier, la première partie. Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs sections dans le livre, là, à peu près 7-8 sections, là, Ouais. en plus de sous-chapitres à l'intérieur de chacune des sections. Là. C'est ça. Et donc, tranquillement aussi, c'est ça. Ce qu'on comprend, c'est qu'Étienne, en parallèle avec tout ça, c'est contrairement à la plupart des autres mineurs, c'est quelqu'un qui avait un peu plus d'éducation. On ne sait pas exactement d'où ça vient, mais on pense que c'est peut-être qu'il a eu la chance d'avoir une éducation étant plus jeune. Puis, tranquillement, les idées socialistes de révolution l'habitent et au travers de son travail à la mine, fait des lectures sur le socialisme, sur le syndicat, le syndicalisme. Il comprend qu'il y a une organisation qui s'appelle l'Internationale, qui est une grande fédération syndicale là, qui commence à s'organiser en France pour les droits des mineurs. Puis son ancien contremaître, je ne sais plus trop, Pluchart, en faisait partie. Et donc, il commence à avoir des contacts. Puis les idées un peu révolutionnaires font place à l'intérieur de lui. Puis à l'intérieur du village, il rencontre un Russe qui avait tenté une révolution socialiste et qui s'était réfugié en France, qui s'appelle Souvarine. Oui, mais il faut se dire que le roman a été écrit bien avant la révolution bolchevique. Exactement. C'est Moi, quand même la clairvoyance, incroyable. là. Oui, non, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... C'est un génie, là, Zola. Là. Il a tout vu, là. Hey, mon Dieu, puis c'est décrit avec tellement de nuances, puis de... Bref, on y viendra, mais oui, définitivement, c'est incroyable. Là, tout ça. Mais donc, il va comme progresser un peu dans ces idées-là et il viendra un moment où les mineurs décident finalement d'organiser... Je ne sais plus exactement l'élément déclencheur, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'autre en plus du simple fait que la mine changeait ses tarifs, mais essentiellement, les mineurs décident Non, mais c'est la mort. C'est la mort de... C'est une des filles des Maheu qui décède parce qu'elle a faim. Non, ça, c'est Elzire, mais c'est plus tard, ça. OK. Mais ça, c'est ça qui va déclencher les grandes manifestations. Là. C'est ça qui les enrage. C'est ça qui... Ça viendra, ça. Ça viendra. Okay. Mais bref, les mineurs, devant les actions de la compagnie qui étant la mine, décident donc de s'organiser puis de faire une caisse de prévoyance pour financer leur... Moi, je vais aller vite. Là. Oui, OK, c'est ça. Mais là, ça me revient. C'est ça. Fait que, dans le fond, la mine change ses tarifs. Les mineurs décident de s'organiser tranquillement pour se protéger leurs droits de grève. Ils vont créer ce qu'on appelle une caisse de prévoyance, finalement une caisse de grève, là, essentiellement, pour pouvoir avoir de l'argent si jamais ils arrêtent de travailler. Et la compagnie, évidemment, ne voit pas ça d'un très bon œil. En fait, je ne sais plus ce qu'elle fait, mais je pense qu'elle précipite la grève. Mon Dieu, l'élément déclencheur exact. Mais c'est ça, il y a quelque chose qui fait vraiment que la grève est déclenchée. Les mineurs disent ça suffit. Et il y a une grève qui commence dans le but, finalement, de réclamer auprès de la compagnie une rééquilibration des salaires, rééquilibrage des salaires. En lien avec aussi le boisage, là, mais exact. Moi, j'ai juste hâte que tu finisses parce que je réagirais à chaque élément. Puis je ne sais pas quelle intensité tu veux mettre à ton résumé, mais la conversation... Moi, ça, c'est un élément qui m'a, quand je l'ai relu, là, qui m'a fasciné. La conversation quand les représentants des mineurs rencontrent le patron. Et que... Pluchart ou quand... Oh, non, oublie ça. Là, mais quel patron? Quand ils rencontrent les responsables de la mine, puis là, tu sais, le responsable de la mine... Il veut rien savoir. Mais bonasse, là. Genre, mais oui, mais je vous offre le logement. Mais oui, mais je vous offre, tu sais, un emploi. Mais oui, mais je vous offre, tu sais. Puis en disant,
l'impression et la conviction qu'il fait du bien à ces gens-là qui ne sont pas instruits. Sans moi, vous ne seriez rien. Une espèce de suffisance épouvantable. Je veux dire, là, j'ai voulu pitcher mon livre à l'extérieur. Je l'ai dit, aujourd'hui, je lis le livre de façon organique. Et, en tout cas, continue, mais c'est un des espaces extraordinaires. Quand ils arrivent pour négocier avec le patron, c'est que justement, tu sais, eux ils sortent de leur maison froide, ils ont à peine de quoi se chauffer puis manger des repas, tu sais, puis ils arrivent dans la maison avec des calorifères, il fait une ambiance très chaude, ils sentent le lapin qui cuit dans la cuisine, tu sais, puis toute cette description-là. Puis là, ils disent, tu sais, que n'importe quel objet de la maison, ça leur permettrait de manger pendant un mois de temps et plus, tu sais, et alors qu'eux, tu sais, ils viennent seulement demander quelques sous de plus par jour. Puis... Mais le patron, le directeur, tout à fait bonasse en disant, mais je fais tout pour vous. Je fais tout pour vous. Puis là, moi, j'ai fait des parallèles, là, mais on continue ton résumé parce que moi, je suis déjà rendue, ça finit mal. La grève est déclenchée dans l'espoir de faire que la compagnie tombe à genoux et qu'ils puissent... parce qu'ils savent que lorsque le charbon ne sort plus de la mine, la compagnie perd de l'argent. Ils espèrent convaincre la compagnie de leur offrir finalement des meilleurs salaires. Puis là, la grève s'étire. La grève s'étire et finalement, il y a puis après quelques semaines, presque 2 mois à peu près, là, il y a une rencontre finalement de tous les grévistes qui se fait dans la forêt. Et là, il y a vraiment une colère qui gronde à l'intérieur de la communauté des mineurs. En fait, parmi les grévistes, ils sont près de 3000. Et aussi la faim, en fait, qui les rend vraiment encore plus à fleur de peau. Et le lendemain, il y a une émeute énorme. Là, dans le fond, il y a aussi une colère parmi les grévistes que ce n'est pas toutes les mines qui sont tombées en grève. Donc, il y a une volonté de rendre la grève générale pour encore plus battre le flanc, finalement, de la compagnie. Et là, donc, le lendemain, il y a une grosse émeute qui prend de plus en plus d'ampleur. Et à la fin, ils sont près de, 1500 à peu près, à se promener d'une mine à l'autre, à brutaliser les mineurs. Ils brisent le matériel. Puis finalement, ils arrivent devant l'épicier Maigra, là, qui est un personnage dont je n'ai pas parlé, mais bref, qui vendait à crédit à tout le monde et qui violait aussi les jeunes filles là, pour offrir de l'argent. En fait, les familles soumettaient leurs jeunes filles à Maigra pour qu'il les viole et en retour, il leur donnait de la nourriture. Et là, finalement, Maigra, essaie de protéger son commerce qui est assailli par les mineurs qui ont faim, tombe d'une hauteur, meurt. Et là, il se fait mutiler, il arrache son pénis, il le met sur un bâton, puis il le pavane dans la ville. C'est vraiment une cruauté assez impressionnante. Puis là, finalement, les gendarmes arrivent après toute une journée à se faire poursuivre. En fait, les gendarmes n'étaient jamais présents au bon endroit. Les gendarmes arrivent et chassent les mineurs qui retournent dans leur maison. Et là, il y a comme un peu une chape de plomb qui tombe encore pendant quelques semaines. Et là, finalement, la compagnie décide en rétribution de faire venir des briseurs de grève, belges à la mine pour que la mine reprenne son travail. Et là, il y a vraiment aussi, encore une fois, une colère qui... Oui, puis il y a des mineurs aussi qui sont désolidarisés. Il y en a qui sont partis travailler. Il y en a... Tu sais, c'est une guerre d'usure. Puis on a... Et les mineurs ne gagnent pas. Il n'y a personne qui gagne. Il n'y a personne, on va se le dire. Il y a personne. Il y a Étienne qui s'en sort. Puis la Maheude. Mais là, j'ai vendu le punch, Barely. Mais c'est terrible comment c'est frustrant. Là. On lit ça, c'est des impasses sur des impasses sur des impasses. Ça ne finit pas. Puis tu te dis, ça peut-tu aller plus mal que ça? Ça va jamais mieux, tu sais. Puis il y a toujours des promesses que ça aille mieux sans que ces promesses-là se réalisent. Il n'y a rien qui se passe. Puis, en tout cas, mais on y viendra, là, mais... Donc, la mine menace d'embaucher des briseurs de grève. Des briseurs de grève. Ils font aussi... l'armée débarque pour protéger la mine des mineurs parce que durant l'émeute, il y avait eu plein de mines qui avaient été abîmées, mais la mine où Étienne et les Maheu travaillaient, qui est le Voreux, elle n'avait pas été attaquée, mais là, elle est protégée par des militaires. Mais là, lorsque on fait venir des briseurs de grève, vraiment, ça en est trop, puis la population se révolte à nouveau. Et les gens viennent devant les soldats, font pression pour que les Belges s'en aillent.
Et puis là, finalement, il y a vraiment une tension qui monte de plus en plus. Ils sont près de 500 à assaillir à peu près 60 soldats. Et ils se mettent à leur lancer des briques, tout ça. Et finalement, les soldats font feu. Et il y a plusieurs personnages du livre qui meurent, dont Maheu, justement, qui est un des mineurs principaux. Là. Mais ça va te donner des motivations à la Maheude qui n'était pas en faveur au départ, qui était très froide. Non, mais elle était déjà Elle était vendue, déjà là. solidaire, mais tu sais, Ben ça, oui. là, il n'est pas question qu'on arrête, il n'est pas question Tout à qu'on fait. lâche prise. Ben, Ça va être vaut mieux mourir que de céder. C'est un peu ça. Vaut mieux mourir que de céder, que nos enfants soient retournés à la mine puis qu'on reproduise de manière infinie ce cycle de crève-faim. Là. C'est un peu ça qui Ouais, mais elle devient un personnage central à partir de ce moment-là. Tout à fait. Ben, vraiment, c'est un personnage intéressant, la Maheude. Que Zola décrit de façon tout à fait triste. Enlaidie tout le temps, laide, avec des mamelles, puis il est presque comme, comme un animal. Ça a l'air pas le fun d'avoir eu 6 enfants. Là. Non, c'est pas... Ouais, mais en tout cas, continue, là, parce qu'on achève. Finalement, après avoir tué plusieurs membres de la communauté, là, il y a comme un peu une... en fait, c'est parce que la compagnie, on en parle même à Paris, puis il y a vraiment une pression qui est faite pour étouffer un peu l'affaire, puis... apaiser la situation. Fait que la compagnie propose là, un peu à tout le monde de revenir à la mine tranquillement. Fait que là, il y a vraiment des mesures incitatives qui sont proposées. On dit que tout sera oublié puis que ça va bien aller. Puis on parle pas trop des salaires, c'est pas trop clair, mais on dit que tout sera oublié. Puis donc, on offre à tout le monde de revenir. Et la Maheu, justement, refuse que... Ben, Maheu est mort, mais que Catherine, sa fille, et Étienne retournent. Ils préfèrent mourir. La Maheu dit « Je préfère mourir », tout ça. Puis finalement, Étienne et Catherine cèdent puis acceptent de retourner travailler à la mine simplement pour arrêter de crever de faim, là, parce que ça fait 2 mois presque qu'ils ne mangent plus. Par contre, en parallèle, Souvarine, là, dont j'avais parlé, le révolutionnaire russe, a dit « C'est pas vrai qu'on va céder sur le poids de la compagnie », mais il n'en a pas parlé à personne, puis ce qu'il a décidé d'aller faire, c'est saboter le cuvelage. Le cuvelage étant une espèce de système de rétention d'eau pour les nappes phréatiques à l'intérieur d'une mine. Eau dont il avait beaucoup parlé au début du roman. Exactement. Hein, quand on parle de mise en abîme. Puis, de foreshadowing. Ouais. Puis j'ai relevé, mais il en parlait aussi juste avant que... parce qu'Étienne disait, imagine le cuvelage, que ça cède, puis là, 20 pages plus loin, le cuvelage cède, là, tu sais. Exactement. Fait que Souvarine va saboter le cuvelage pendant une nuit. Et le lendemain matin, Étienne, Catherine et Chaval aussi, qui est le rival d'Étienne, qui veut aussi aimer, en fait, qui est aussi l'amoureux de Catherine, vont tous dans la mine avec d'autres personnes. Évidemment, le cuvelage cède, la mine se remplit d'eau. Les mineurs sont... en fait, la plupart des mineurs réussissent à sortir, mais il y a à peu près une quarantaine ou une vingtaine de mineurs qui restent pris à près de 500 mètres au fond de la fosse. Puis là, essaient de voyager à travers des tunnels, puis réussissent à se rendre jusqu'à... en fait, Étienne, Chaval et Catherine réussissent à se rendre jusqu'à un tunnel bouché qui donne sur une autre mine adjacente, là, qui est Réquillart, une mine abandonnée. Et ils restent pris les trois pendant quelques jours. Finalement, Chaval et Étienne se battent à mort parce que, bon, ça faisait plusieurs fois déjà qu'ils s'étaient battus dans le livre, mais là, finalement, Étienne assomme Chaval avec une roche. Chaval meurt. Ils attendent, Catherine et lui, des secours qui viennent. Dans le fond, il y a une idée de percer ce qui comble le tunnel entre les deux mines pour les secourir. Et là, finalement, ils font finalement l'amour, eux qui s'étaient désirés tout le long du livre, et en faisant l'amour, Catherine meurt. c'est un peu nécrophile dégueu, là. En fait, où ils font l'amour, puis quelques heures après, Étienne se rend compte qu'elle est morte. Là, ça fait à peu près 14 jours et plus qu'ils ne mangent plus, qu'ils attendent les secours au fond de la mine. Finalement, Étienne sort. Il est envoyé à l'hôpital, il est secouru. Après quelques semaines, il s'en va. La mine lui annonce qu'il est renvoyé. Et on comprend... en fait, puis il faut dire aussi que ce qui est vraiment intéressant dans l'épisode du cuvelage, quand vraiment la mine se remplit, c'est qu'il y a vraiment... La mine s'effondre au complet. Puis il y a une image, comme on voit dans les films, là, la maison... comme la maison des méchants qui s'effondre. Il y a vraiment cette image-là cliché un peu qu'on voit dans beaucoup d'œuvres, là, où le lieu principal s'effondre à la fin. Là.
Et c'est ça, Étienne s'en va, quitte la région. On comprend que la compagnie, elle, a finalement fait accepter son nouveau tarif. Et donc, les mineurs ont cédé, puis que finalement, ils ont perdu. La compagnie est triomphante. Puis on voit la Maheude qui a perdu à peu près tous les membres de sa famille, qui voit Étienne une dernière fois, qui est un peu la mine déconfite devant son sort, mais qui est un peu brisé par les événements et qui s'en va travailler dans une mine. Elle qui ne travaillait plus parce que c'était les autres qui s'occupaient de ses enfants, là, en fait. Elle n'a pas le choix parce qu'elle n'a plus personne pour travailler avec elle. Donc, ça finit vraiment mal. C'est assez triste. Étienne, lui par contre, lui, s'en va faire la révolution, s'en va faire la révolution à Paris. Il est recruté par un syndicat à Paris. Fait que là, lui, s'en va vivre une belle vie de bourgeois qu'il a un peu rêvé tout le long du livre à bas bruit, en fait. Là, à mots couverts et à bas bruit. Voilà. Fait que, combien de temps? Attends, je vais regarder. Ça m'a pris 32 minutes. Mais quand même, on a jasé au début. On a jasé un peu, mais tu sais, moi, j'attendais juste que tu finisses. C'est costaud comme livre. Mais il y a plein d'affaires. Tout est dit. Tout est... Moi, d'abord, ce que j'ai trouvé inspirant, même si c'est dur, les mineurs sont solidaires. Bon, ça va mal à un moment donné, ça finit. À un moment donné, quand t'es usé, t'es usé. C'est là. ça, hein? Non, mais... Il y a des tensions quand même. Il y a des tensions, mais tu sais, quand ils descendent dans la fosse la première fois, Catherine va partager son sandwich. Ouais. Tu sais, même dans la misère. Hein? Tu sais, même dans la misère. Il y a une solidarité. Le clan Maheu. Tu sais, ils sont fiers, c'est important d'être lettré, c'est important. Il y a quelque chose de la fierté puis de la solidarité, mais ils ont faim, ils ont froid, ils ont chaud aussi, dépendant où tu es dans la mine. La première descente, mon Dieu, c'est tellement bien décrit. Là. Non, mais il y a quelque chose dans cette solidarité-là, dans cette vérité-là, les gens sont vrais, ils croient, il y a une sincérité. Même le méchant Chaval, moi, j'ai trouvé, Étienne, là, il rencontre la première fois Catherine, puis il essaie de s'approcher. Le gars, il réagit, Bon, après ça, c'est vraiment c'est vraiment le pas fin de l'histoire. Il y a une couple de pas fins dans l'histoire, là, mais c'est... c'est un des pires. Mais moi, la première... Puis là, je connais l'histoire, là, c'est mon méchant préféré, là. C'est celui que tu as envie de détester. Puis tu te dis, ouais, mais Étienne, là... T'as pas de classe, là. Parce que... Non, mais Catherine et Chaval sont déjà en relation. Puis non, c'est ça qui est pas clair. Non, ils sont déjà en relation dès le départ. Moi, non, je pense... Non, au contraire, c'est qu'Étienne veut embrasser Catherine et finalement, Chaval est comme atteint dans son ego de mâle de voir tout de suite que il y a une fille qui aurait pu avoir, et puis Étienne, il veut l'embrasser dans la mine, il dit « Ah, elle est belle, nanana. » Mais moi, je pensais que c'était déjà clair entre Chaval et Catherine. Non, c'est ça. J'ai lu ça tout croche. Non, c'est que lui, il veut... il la trouve... c'est ça. Il est pas trop... Il est un peu ambivalent au début, Étienne. Puis il dit « Elle est belle, mais là, je sais pas si j'ai le droit de la prendre. » Il la prend vraiment comme une possession, là, quand même si... bon. Non, mais c'est... Même moi, pour Étienne, c'est drôle, dès la première scène de confrontation entre Étienne et Chaval, mais c'est peut-être parce que j'ai lu c'est que Chaval va tout de suite l'embrasser, Catherine, devant Étienne. OK, mais moi, je pensais que c'était déjà... C'était déjà... OK, non, c'est ça. Puis là, c'est comme si Étienne, il fait « OK, je peux plus l'embrasser parce que maintenant, elle est comme souillée par Chaval, un peu. » OK. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y avait déjà quelque chose. Alors, bon, tu sais, des fois, on mélange tout. Mais bref, le clan Maheu est super généreux. C'est des gens ouverts, c'est des gens qui expliquent, qui accompagnent, tu sais, à tous les niveaux, que ce soit Bonnemort, que ce soit... Tout le monde est... Moi, je les ai trouvés... Ouais, Bonnemort, ça finit mal, ces affaires. Non, tout finit mal. Non, mais... Il tue une bourgeoise. Quoi qu'il... non, pas que... Ouais, mon Dieu. On peut-tu souhaiter... C'est ça, hein? Un grand thème de l'œuvre. On peut-tu souhaiter la mort des bourgeois, tu sais? Je veux pas le dire ça. Non, mais... OK. Moi, j'ai voulu le lire avec des nuances. Moi, j'avais envie de... Parce que le souvenir que j'en avais quand je l'avais lu, quand j'étais jeune, c'est que les méchants étaient méchants, puis les bons étaient bons, puis que, tu sais, c'était pas juste, puis on était juste dans l'injustice. Puis tantôt, je disais en introduction à quel point j'ai l'impression que
toute ma conception de la santé publique vient de ce livre-là, que j'ai lu bien avant d'être médecin et bien avant d'être en santé publique. Là. C'est un livre sur les inégalités. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, ça les représente, on les voit, on les ressent de façon... tu sais, ça percole dans tout le livre. Tout est fait pour nous indigner. OK? Tout. Il n'y a rien qui nous indigne pas. Mais ça, c'est intéressant parce que Zola s'inscrit dans la tradition naturaliste des auteurs, puis vraiment dans une volonté de décrire, présenter les faits de manière objective. Mais c'est un journaliste. Je crois tellement pas, tu sais, parce qu'il y a clairement une position quand même dans sa présentation. Tu sais. Ne serait-ce que par l'ironie présente tout le temps, tu sais, que justement, tu sais, qu'on passe d'une scène de les Maheu qui gèlent dans leur maison, qui ont de la misère, ils font de la soupe aux choux, ils réutilisent 6 fois le même marque de café, tu sais, puis là, après ça, scène suivante, puis là, t'as comme l'enfant qui dit « Ah, je sais pas si je veux un vêtement, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais je sais pas, en fourrure de lapin ou en fourrure de bœuf, avec, puis là, tu vois les pains au chocolat qui arrivent, la brioche qui arrive, puis les odeurs, puis la chaleur de la maison, tu sais, tout de suite, tu fais le contraste. Non, c'est ça. Mais il y a une posture quand même là-dedans qui est pas du tout naturaliste, qui est vraiment, il y a une intention. Il y a une posture, puis en fait, dans la façon dont je le vois, chacun cherche son bout de soleil, chacun cherche à avoir accès. Chaval va s'entendre avec la mine pour pouvoir exercer du pouvoir. Tout le monde est à la recherche du pouvoir. Même Étienne est à la recherche de pouvoir. Oui. D'abord sur Catherine, mais tu sais, et moi, j'ai voulu me promener à ma deuxième lecture dans le gris. Là, tu vois, j'avais même imaginé que Catherine et Chaval, c'était déjà acquis. Mais ça m'arrive. Voyons, c'est pas grave. Mais il y a quelque chose dans ce gris-là que j'avais envie d'explorer, dans cette zone-là, dire oui, mais tout le monde aspire à avoir du pouvoir, tout le monde prend du pouvoir. Il y en a qui prennent du pouvoir tout croche, on peut, tu sais, mais ils espèrent tous s'élever. Mais c'est ça qui est intéressant. Hein? Mais ils ne remettent pas en question le système, ils veulent s'élever. Souvarine, il y a une de ses quotes qui est la meilleure du livre qui dit « Votre révolution ne fonctionnera jamais si votre seul but, c'est de remplacer les bourgeois que vous dénoncez essentiellement. Si votre but, c'est de vivre en bourgeois et donc de reproduire un mécanisme de domination sur d'autres personnes, mais en étant vous à la tête, ça ne marchera jamais. » Bien, c'est ça. Puis moi, ça m'a habité tout le long du livre parce que tu sais, je vais parler de... Je l'ai lu avec moi-même. Là. C'est vraiment moi qui l'ai lu parce que je connaissais l'histoire. J'espère que tu l'as pas lu avec quelqu'un d'autre. Non, mais c'est parce que l'histoire, on la connaît, tu sais, l'histoire. Puis tu sais, c'est des descriptions qui en finissent plus, Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu dis, qu'est-ce que je viens chercher dans ce livre-là quand tu le lis pour la deuxième fois? Ouais. Puis, effectivement. Tu sais, ce livre-là décrit les injustices, décrit les rapports de pouvoir, décrit des sociétés basées sur des écarts sociaux, décrit toute une série d'injustices, décrit la faillite de la colère. Puis décrit un système qui va mal. Puis là, on se retrouve 140 ans plus tard, 110 ans, 115 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, maintenant. Okay. Ça, c'est fin du 19e siècle. Puis on arrive au 21e siècle, puis on est dans les mêmes faillites. C'est juste qu'on est plus confortable. C'est que la compagnie nous paye un petit peu mieux. Fait que résultat, on se rebelle moins. Mais c'est le même système. Puis moi, je me dis, comment un livre aussi lucide, aussi clairvoyant. Puis comme je dis, là, toutes mes images de ce que c'est qu'une mine, les manifestations. Moi, j'ai ça manifester, mais je suis sûre que c'est parce que j'ai vu le dérapage dans ce livre-là. Puis, tu sais, moi, j'ai vu les dérapages. À un moment donné, puis c'est un rare moment dans le livre où on passe de « ils sont en colère » à « ça a dérapé puis il y a du monde mort ». Ça prend 2 secondes. Tu sais, Zola, il décrit longtemps, là, d'habitude. Tu m'écrivais, il est payé au mot. mais là, et moi, je pense que c'est volontaire. C'est que ça passe de... Le temps est long dans ce livre-là. Ah, ça finit plus de finir. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette manifestation-là, on passe de la tension à... Tu sais, Maheu à la tête dans la boîte, là, il est dessus. En tout cas, c'est fini. Puis vite. Quand la deuxième manifestation. La deuxième manifestation, tirer, ça va vite. Avec les soldats. Là. C'est ça, ça va vite. Mais moi, je pense que j'ai peur des manifestations parce que ça va vite. Tu sais, on dirait que ce livre-là est rentré dans mon inconscient. Mais ceci dit, 140 ans plus tard, j'ai l'impression, tu sais, on a
des Elon Musk, des Google, des Amazon de ce monde qui te promettent de te faire vivre, qui te disent à quel point ils sont gentils avec leur système dentaire. Tu sais, moi, j'ai un demi-frère qui se faisait loger par la compagnie en Californie. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose qui n'a pas été réglé. Puis le système dominant qu'on critique là-dedans, il n'a pas sauté. Là. C'est toujours le même. Là. Souvarine, c'est intéressant parce que le personnage de Souvarine a raison d'une certaine manière quand il dit qu'il faut tout brûler si on veut s'en sortir. Dans le sens... Non, mais là où je veux en venir, c'est que le moment où les inégalités sociales ont été le plus, disons, diminuées, ça a vraiment été durant la Deuxième Guerre mondiale. Là où il y a vraiment eu un effet de nivellement. Il y a eu la reprise avec les 30 Glorieuses, où il y a eu une remontée vraiment fulgurante de la classe moyenne avec un niveau de vie, en tout cas du moins en Amérique, là, en Occident, quoique ça s'est peut-être, on pourrait dire que ça s'est fait aux dépens d'autres peuples, là, mais quand même que cette époque-là, qui est souvent prise en exemple, qui était vraiment une amélioration de la qualité de vie de la population générale, et où, finalement, depuis, disons, les années 80, on a un effritement, même 70, on a un effritement avec une augmentation des inégalités. Et la question, est-ce qu'il faut tout le temps tout brûler pour réussir à... Bien, je n'irai pas là, j'espère que non, parce que c'est pas pour ça que je travaille dans ma vie, là, mais... Non, mais c'est quand même... Moi, en fait, ce qui me questionne, puis je te pose la question, Fred, c'est comment un livre qui décrit de façon si éloquente les rapports de pouvoir, les injustices, l'exploitation, l'espèce de fausse bienveillance des compagnies, puis comment un livre comme ça n'a pas... Tu sais, d'une lucidité à plein d'égards, puis probablement un peu dans l'exagération aussi. Mais tu sais, on retrouve les mêmes thèmes. Là, on sait, en fait, je vais revenir sur tes 30 Glorieuses, puis je te poserai la question après. Mais tu sais, il y a l'État-nation qui est apparu après la Deuxième Guerre mondiale. Tu sais, il ne faut pas que tu oublies que ce qui a permis d'amoindrir l'impact des compagnies, puis c'est vrai au Québec. Au Québec, la baie du Son qui payait en piton, qui contrôlait pas juste l'économie locale, mais l'argent local. Tu étais payé dans une monnaie qui ne te permettait pas de sortir de ton village. Je veux dire, des compagnies bienveillantes. Les minières canadiennes qui sont en Afrique au moment où on se parle. C'est ça, mais tu sais, donc, une compagnie bienveillante qui te rend esclave de son système économique puis de son système de distribution, puis tu sais, qui sort les profits, mais qui le reste te condamne à ta propre misère dans ton village. On connaît ça depuis 150 ans, là. Et ma question, puis il y a eu les États pour amoindrir ça, mais pourquoi on est encore pogné dans ce modèle-là, tu sais? La question à 100 000 $, là. Non, mais c'est lucide. C'est la pas du gain, peut-être. Oui, c'est un modèle... Ce modèle occidental-là, il est unique. Tu sais, je veux dire, il était pas... Tu sais, il y a quelque chose dans la révolution industrielle qu'on n'a pas réglé. En tout cas, moi, c'est juste, je me suis juste dit, hey, c'est lucide. Le capital qui dévore l'individu, on le sait depuis 150 ans, là, c'est super lucide. Puis il l'avait fait avec ses autres livres aussi avant. Là, il était, puis on est avant la révolution bolchevique, on est, moi, c'est ça que moi, c'est vraiment il a prédit les failles du communisme et du socialisme. Avant tout le monde. Oui. Puis je sais pas s'il y avait eu des balbutiements, là, mon histoire est loin, mais avant la révolution russe, là, ce qui aurait pu le nourrir en scénario, mais sinon, là, je veux dire vraiment, j'ai lu ça la première fois, puis j'en croyais pas mes yeux tellement que c'était impressionnant, mais après ça, bon, revenir à ta question, ben, c'est parce que c'est un peu ça que le livre présente, c'est que les gens au sommet ont tellement de pouvoir, puis on réussit tellement à conditionner les gens à penser qu'ils n'en ont pas aussi. Il y a une des quotes vraiment incroyables dans le livre, c'est quand il parle des soldats qui gardent la mine, puis il disait, Étienne disait, la révolution serait tellement facile si les soldats se rappelaient leur origine, t'sais. Parce que les soldats sont des ouvriers ou des enfants d'ouvriers qui se battent contre des ouvriers au solde des plus riches, tu sais. Et c'est pour ça que la révolution fonctionne jamais, c'est parce qu'on se soumet, tu sais, ultimement. Puis on dit ça, puis moi, des choses que je ressentais en lisant le livre, c'est que Étienne, en fait, bon, il y a beaucoup de choses, là, mais Zola, dans la psychologie qu'il présente des personnages, est vraiment, vraiment incroyable. Dans justement, le gris dont tu parlais, et justement, Étienne,
disons, sa prise de pouvoir sur les mineurs. Il y a vraiment une espèce de dérape mégalomane qui se crée, qui se voit un peu aller. Là, non, mais il y a le mythe du sauveur, là, ça c'est clair. Là, il y a le mythe l'ivresse du pouvoir aussi. Oui, mais c'est ça, mais c'est un roman à propos des rapports de pouvoir de tout le monde sur tout le monde. Femmes sur hommes. Non, mais... C'est vrai. Non, avec une perspective féministe, là, je veux dire, je hurlais. Puis Zola ne décrit pas très bien les filles. Les filles sont toutes laides. Ben, tu sais, Catherine est encore un petit peu belle, mais tu sais, massacrée par... Sauf les bourgeoises. Oui, mais je veux dire... Encore là, tu sais, c'est ostentatoire, là, c'est pas... En tout cas, bref, tu sais, il y a tellement de couches descriptives que tu te dis, comment ça se fait que ça percole pas? Comment ça se fait qu'on voit pas ça? Parce que ces violences-là, puis il y a... Tu sais, on peut le lire avec une vision 2020, on peut revisiter l'histoire, mais il y a tellement d'agressions, il y a tellement... Tout est agressant, tout est difficile. Le stress que le réveil, ils n'ont pas le droit de traîner, ils se font engueuler. Ils se font tout le temps engueuler. Puis même quand ils s'engueulent tout le temps, il y a une espèce de violence qui est là, qui est omniprésente. La vie est dure dans ce livre-là. Mais il y a zéro bienveillance. Il y a y en a quand même un peu. Oui, non, j'ai dit tantôt les Maheu qui sont fins, puis ça, mais je veux dire, le système l'est pas. C'est un beau traité de santé publique. Là. Mais là où je voulais en venir... Oui, excuse-moi. C'est pas grave. C'est que Étienne me rappelait un peu notre rôle, nous, comme médecins de santé publique, où on a cette volonté-là de rétablir les inégalités, mais en accédant à une profession... Qui nous donne beaucoup de pouvoir. Qui les creuse, tu sais, d'une certaine manière. C'est clair. Ben, tu peux faire comme moi, devenir professeur. Ça réduit les inégalités. Bien que je suis en diable. Mais oui, tu sais, cette posture-là un peu d'Étienne qui développe son trip mégalomane, ça m'a... Pas que je... En tout cas... Mais clairement, dans notre rôle où on a beaucoup de pouvoir, pas seulement financier, aussi en termes d'autorité parfois... puis bon, on dirait que des fois en santé publique, on a l'impression de ne pas en avoir vraiment, là, mais néanmoins, tu sais... Focus. Notre profession nous en donne, tu sais. En tout cas, moi, je me suis parfois demandé si c'était pas représentatif de beaucoup de personnes, justement, qui se hissent dans les sphères oui, du syndicat, c'est un peu ça qui fait lui, mais aussi dans des sphères qui pourraient s'apparenter aux nôtres en santé publique, où on pense qu'on souhaite aider, puis que finalement, on reproduit les modèles qu'on dénonce. Là, je te trouve dur envers nous-mêmes, là, je veux dire... Mais il n'en tient qu'à toi de payer ton impôt, de ne pas t'incorporer. De ne pas m'incorporer. Ça, c'est fait. De faire des dons. Oui, mais quand même, tu sais. Ne pas t'incorporer, c'est un non-fait, là, mais il ne faut pas que tu t'incorpores. Non, mais je ne suis pas incorporé. Moi non plus. Bon, bref, on est presque correct. Ouais. Non, c'est une blague. Oui, mais moi, je trouve que c'est ça que ce roman nous amène à la relecture. Parce qu'à la première lecture, tu lis tous les descriptifs. Tantôt, j'ai dit en introduction, ce livre-là a façonné ma vision. C'est tellement bien décrit que j'ai des images qui m'accompagnent dans mon interprétation du monde contemporain. Donc, un livre écrit à la fin du 19e siècle m'accompagne et représente plein de réalités du 21e siècle. Alors ça, moi, ça m'a fasciné de voir à quel point j'avais été contaminée ou ça avait percolé vers Influencée. moi. Influencée. Mais honnêtement, j'ai vraiment eu l'impression d'un grand échec, pas juste du roman, d'un système. C'est sûr qu'on n'est pas, on n'a plus faim comme ça, là. Mais c'est sûr que après la Deuxième Guerre mondiale, avec les États-nations, avec le filet social, je pense qu'on a eu des gains, mais avec la montée du néolibéralisme, finalement, on s'est rapproché un peu de... là, il y a pas encore... On ne meurt pas de faim à ce point-là encore. En fait... Quoi que ça dépend où dans le monde, là, mais... Oui, puis il y a du monde qui ont faim, là. Ça, on ne le dira pas, on le niera pas. Même là. Au Québec. Oui. Mais il y a quelque chose de... C'est ça, il y a quelque chose de troublant dans ce qu'il décrit, avec une lucidité absolument effarante, là. Dans le sens, vraiment. Fait que moi, j'ai trouvé ça intense. Puis le relire a fait que j'ai rêvé à Germinal à chaque fois parce que je fermais le livre pour m'endormir. Puis je me levais la nuit pour en lire des petits bouts. Pour vrai? Non, oui, mais c'est parce que c'est long. Maintenant, dans ma vie, il n'y a plus de
temps. Fait que faut que je lise ça pendant que je suis C'est insomniaque. vraiment pas facile. Non, mais tu sais, ça finit plus de décrire, mais si tu essaies de sauter des pages, tu te rends compte que tu manques des informations, fait que tu es obligé de revenir en arrière. C'est un roman très frustrant, là. Tu sais, il y a des romans, des fois, tu te dis, oh, je suis tannée, là. Mais lui, j'étais... C'est bon partout, en fait. Oui, puis à chaque fois que j'étais tannée, là, je disais, oh mon Dieu, j'ai manqué quelque chose, puis je m'en souvenais plus. Puis, tu sais, moi, j'essayais de me construire sur ma mémoire, mais ça marche pas. Ma mémoire est très impressionniste. J'ai une très mauvaise mémoire. Fait que tout ça pour dire que je rêvais à ça, ça m'habitait. Fait que moi, j'ai réalisé que s'il y avait quelque chose qui s'était passé dans mon inconscient quand je l'ai lu la première fois. J'avais quelque chose de marquant. Mais c'est drôle parce que ça a été écrit à peu près en même temps que Madame Bovary. Oui, on peut revenir à Madame Bovary parce que je l'ai écouté, ton balado. Là, je veux te dire de quoi d'horrible. Madame Bovary, j'ai lu les 150 premières pages, puis je me suis dit, c'est de la merde, cette femme-là, s'assume pas, je ne veux plus la lire. C'était une lecture féministe? Je sais pas, puis j'ai écrit, c'était une lecture obligatoire au lycée, j'étudiais à Paris, puis on en a déjà parlé. Tu l'as déjà dit. Puis mais les gens ne savent pas. C'est ça, puis ça a été un 18 sur 20, tu sais, ça, c'est exceptionnel. Ton travail, c'est ça. Oui. Tu as eu une excellente note pour un travail, pour une lecture. Pour un livre que j'ai pas lu. C'est ça. Mais, tu sais, c'était venu, tu sais, son bonheur qui passe par l'autre, là, puis on a, tu sais... Ses récits, puis son imagination aussi. C'est ça, en tout cas, bref, peu importe. Bon, j'étais fâchée. Germinal, je n'étais pas fâchée. Non. Mais en fait, c'était pas le personnage m'écœure. Germinal, c'est la situation m'écœure. Mm-hmm. Mais tant dans Bovary, la colère, le fait que je ne veux plus jamais toucher à ce livre-là, puis arc, tant dans Germinal, je me suis dit, mais oui, mais cette colère-là m'anime, là, cette colère-là m'amène à dire... C'est un moteur, là. C'est ça. Mm-hmm. Tu sais, c'est fou, là. Je n'ai pas voulu l'intellectualiser, là, puis j'ai voulu le vivre, puis arc! Ça prend toute la place, là. C'est vraiment horrible. Mais oui. Tu sais, je vois les tapisseries, mais c'est parce que la maison. Il y a des descriptions. Moi, tu vois, c'est ça. Quand j'ai lu Madame Bovary, je me suis ennuyé. J'ai vraiment trouvé ça plate. Puis d'habitude, j'aime pas les descriptions, mais je te jure, je sais pas, Zola, qu'est-ce qu'il fait de différent, là? Mais mon Dieu, je trouvais ça agréable, puis ça m'a accroché les yeux la première fois que je l'ai lu. C'est parce qu'il le décrit avec l'émotion. C'est-à-dire que quand il décrit la mine, là, tout le monde est inconfortable, tout le monde n'est pas bien. Tu t'accroches la peau, tu as les yeux qui te piquent, t'as froid, t'as chaud dessus, tu manges pas. C'est des odeurs, oui. En fait... c'est viscéral, ça. C'est ça. Vraiment. C'est vraiment la beauté des descriptions, puis... Tu sais, c'est tellement descriptif qu'après ça, la littérature ne pourra pas faire aussi bien. Là. C'est fini. Là. C'est pas juste naturaliste. Là. C'est dans la qualité de l'écriture. Il est arrivé avant le cinéma. Il avait compris ce que c'était que le cinéma. Il avait compris ce que c'était que les images. Il était vraiment capable de se projeter. Puis après ça, là, je veux dire, tu peux pas accoter ça. Là. C'est impossible. Fait qu'à la fois, un propos hyper contemporain, même en 2020. Psychologie des personnages. Une description. C'est fantastique. Non, on est dans le grand chef-d'œuvre. En fait, je me disais, petite tranche de vie, ma fille, quand elle lit un roman, elle n'est pas capable de visualiser ce qu'elle lit. Il paraît que c'est une caractéristique neurologique qui fait partie de la neurodivergence. Mais j'aimerais ça lui faire lire pour voir si, avec Germinal, si elle ne voit pas, puis si elle ne le voit pas, parce que c'est impossible de ne pas voir. C'est vraiment... vraiment. On voit tout. La maison, on sent tout. oui. Mais encore là, tout mon imaginaire de la misère vient de ce roman-là. C'est fou. Ben, puis, en tout cas, c'est peut-être un peu audacieux de dire ça, mais je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai lues de ma vie. Personnellement. Oui. C'est enrageant. Des fois, je dis ça plusieurs fois. Là, fait que là, tu sais, peut-être que dans 10 épisodes, je vais dire ça aussi. Là, mais... En fait, je n'ai pas le même plaisir. En fait, est-ce que c'est la meilleure chose qu'on ait lue? Je ne sais pas, parce que moi, il y a des romans qui m'ont bouleversée. Tu sais, moi, je vais chercher l'émotion. Ben oui. Puis honnêtement, tu sais, j'en ai assez d'intellectualiser dans le quotidien. C'est costaud, puis c'est pas un roman facile. C'est un roman où on intellectualise. Fait que c'est pour ça que je dis, je suis pas sûre... tu sais, oui, il y a des descriptifs, oui, il y a des émotions, oui, il y a de la psychologie, mais c'est un roman qu'on lit avec la tête. Ouais. Puis la tête nous fait... C'est pas reposant. Tu sais, c'est la tête qui est en colère, je vais le dire comme ça, mais alors que... Des émotions aussi, quand même. Oui, peut-être, mais...
c'est la description. Tout est rationalisé. En fait, c'est ça, c'est que c'est très descriptif, on le ressent, mais on le rationalise. On met les rapports de pouvoir, on s'explique ce qui se passe, ouais, mais donc, est-ce que c'est le meilleur roman? Je sais pas. Ben non, mais... Mais c'est vrai que c'est bien écrit. Mais c'est terriblement bien écrit. Et c'est... Ouais, voilà, ça vient chercher. Fait qu'on... Voilà. Je saute un peu du coq à l'âne, mais une des choses que je m'étais beaucoup questionné, c'était pourquoi ils ont mis une espèce d'histoire d'amour au directeur de la mine, que sa femme le trompe avec son neveu. Hey, je l'ai pas compris, celle-là non plus. Puis je me suis vraiment posé la question, puis tu sais, la femme marie son neveu pour essayer de camoufler sa relation. Non, sa femme... Oui, marie son neveu avec quelqu'un d'autre. C'est ça que je veux dire. Oui. Une autre bourgeoise du village, là, Cécile, qui d'ailleurs se fait tuer par Bonnemort, le père de Maheu. Tout le monde meurt. C'est vraiment, à la fin, est assez... disons que c'est comme, c'est comme un meat grinder, là, c'est comme un... voyons. Hachoir à viande. Ouais, c'est ça. Un hachoir? Je sais pas, mais... Oui. Peu importe. Ouais, hachoir à viande hachée. Hey, on vient de lire le roman en français. Ben oui, le mieux écrit, puis on n'arrête pas de mettre des mots anglais. Je m'excuse. Non, sérieusement, mais... Ça, c'est la langue parlée québécois du 2024. Oui, c'est terrible. Quand même, on lit en français. C'est déjà ça. Oui, on lit en français, puis je veux juste dire qu'Émile Zola connaît la langue. Là. Mais tu vois, oui, mais en même temps, je trouve que c'est quand même accessible comme... c'est pas stylistique, mais il y a du vocabulaire. Versus Pierre Corneille, ou quoi que c'est écrit 300 ans plus tard, là, mais 200 ans plus tard, mais c'est quand même accessible malgré tout. C'est juste, c'est tellement le choix, la façon que les mots sont organisés. Vraiment, donc, ta question, c'est pourquoi Émile Zola a décrit cette histoire? Ben, tu vois, moi, je pense que M. Hennebeau, le directeur de la mine, était pas capable d'avoir la seule chose... En fait, c'est ça. Il y avait tous les moyens du monde, mais la seule chose qui... ne pouvait pas obtenir, ça s'achète pas, essentiellement. C'est l'amour, dans le fond. C'est ça, exactement. Puis je trouvais vraiment que Zola était... Tu sais, même si la compagnie gagne, même si... il y a quand même son ironie, puis son sentiment, sa capacité de... Ta lucidité aussi. Oui, puis à mettre à donner du sens aux choses, puis à mettre des... pas des images, mais donner... Voyons. Tu comprends ce que je veux dire, oui. Là, mais... Oui, mais je l'ai pas lu comme ça. Mais je trouve ça vraiment brillant, la façon dont tu le décris, en disant il peut tout se permettre, mais même lui échoue dans l'amour. Il n'y a pas personne qui réussit dans l'amour. Non, les Maheu s'aiment. Mais oui, c'est vrai qu'ils s'aiment. Les Maheu s'aiment. Les Maheu, c'est un clan tissé serré. Il y a quelque chose de beau dans cette... Moi, je continue de trouver qu'on s'attache aux Maheu. Ouais. Puis c'est peut-être les seuls dans le village qui font pas des entourloupettes pour, tu sais, comme les Pierrons, la Pierronne couche avec le porion, le contremaître de la mine. Levaque, elle a un logeur chez elle avec qui c'est pas clair si elle a une relation amoureuse. Quoique Étienne dormait chez les Maheu aussi, là, mais... tu vois, toutes ces relations de tout le monde avec tout le monde. Ouais. Moi, j'ai fait ma maîtrise sur les facteurs contextuels prédisposant au risque de transmission du VIH chez les jeunes filles à Bobo. Là, ça remonte à il y a 20 ans. Tu sais, tous ces rapports, tous les rapports de survie, je les ai vus. Encore là, mais je les ai, tu sais, je lisais ça, puis je disais, ah oui, mais j'ai vu ça à Bobo. Mais là, tu sais, je me dis, est-ce que c'est parce que j'ai lu ça que je vivais autrement, je voyais autrement les rapports à Bobo, tu sais, en entrepôt, des fois, tu sais, il y a des biais parce qu'on regarde puis on décrit les réalités observées en fonction de notre langage occidental, puis ça crée toutes sortes d'interprétations. Puis là, j'étais en train de me demander, tu sais, parce que je disais ça, puis je disais, bon, est-ce que j'ai, moi, occidentalisé les pratiques? Est-ce que j'ai vu quelque chose? En même temps, ça se passe en France, là. Oui, mais moi, j'étais à Bobo, j'étais en Afrique. Je pensais que tu voulais dire par rapport au roman. Non, mais j'étais en train... Non, mais c'est parce que, comme je te dis, j'ai réalisé que ce roman-là m'avait mis des lunettes. Ouais. OK? Puis que depuis, à la fois dans ma pratique de santé publique, à la fois comme personne humaine, c'est ces lunettes-là qui m'habitent. Okay? J'avais pas, c'est fou de réaliser que des romans qu'on lit dans sa jeunesse nous influencent. C'est comme j'ai lu Les Chroniques du plateau avec Michel Tremblay, puis ça aussi,
ça change ma vision de l'appartement qu'habitent mes parents, parce que là, j'imagine toutes sortes de monde. Ça m'a permis de réaliser que la littérature était rentrée en moi. On dit des fois comment les inégalités rentrent sous la peau. Et moi, je me suis rendu compte que ce roman-là était rentré sous la peau. Puis là, je me suis posé des questions. Comment j'avais vu les rapports sociaux de survivance que j'ai observés, puis comment on les voit, ou peut-être que c'est juste de l'universel que décrit Zola, puis peut-être que je ne suis pas en train de mettre des lunettes, on est juste dans l'universel. Il y a peut-être quelque chose dans la... C'est une bonne question. Ouais. Mais donc, voilà. Je voulais juste le dire, mais c'est vrai. Puis donc, toi, tu disais que les Maheu, c'est les seuls qui sont pas dans ces manigances-là. Mais ces manigances-là, ce sont toutes des stratégies de survie. Tout à fait. Tu sais, on est loin du mythe du bon sauvage, là, on est ailleurs. Là, la société industrielle nous fait quitter notre naïveté, notre solidarité, les communs. En tout cas, bref, on pourrait en parler pendant des heures parce que ça a réactivé plein d'affaires. On vient peser sur le bouton. Isabelle, ça me gosse. Une des choses que je trouvais aussi, c'est un livre quand même en 1885, je trouvais que ça parlait beaucoup de sexe pour un livre écrit en 1885. Les mineurs qui couchent ensemble allègrement dans les champs, dans la mine, le pénis qu'on arrache sur Maigrat. Quoique c'est pas si crûment décrit, mais... Ouais, bien, deux choses, deux interprétations. La première, c'est pour ramener que l'homme, quand il est asservi, il se rapproche de l'animal. Puis là, moi, c'est comme ça que je l'ai lu, c'est que, tu sais, t'es plus rien, fait que tu retombes dans tes bas instincts. Tu sais, ça, c'est la première lecture. La deuxième, c'est pour les humaniser, peut-être, non? Ou les humaniser aussi, d'une certaine manière. Parce que même quand on a faim, même quand on a soif, on a quand même des désirs amoureux, puis on a quand même... ça n'a pas l'air d'être ça. Ça a l'air de... Bestialité. Moi, je l'ai lu comme ça. Là, peut-être qu'on pourra en rediscuter. Mais l'autre chose, c'est qu'on ne sait pas comment ça s'exprimait. Là, la pudeur, elle est protestante, là, mais je ne sais pas si... Puis elle est élisabéthaine. Les Français sont pas là, je me permets un préjugé. Parce que je pense à Madame Bovary, qu'elle a deux partenaires dans tout le roman, puis c'était considéré comme un œuvre de mon Dieu, de bas instincts, puis de vraiment outrancier à l'époque. Mais parce qu'elle appartenait à une bourgeoisie. Pas parce qu'elle est pas, tu sais, en fait, c'est ça, c'est les pauvres gens, tu sais, ils n'ont plus rien à perdre, c'est des animaux, on peut les exploiter. Moi, je l'ai lu comme ça, là. C'est vraiment, ça traduit, puis c'est peut-être le côté gris aussi du roman, tu sais, ils sont pas fins tout le temps, puis ils sont tu sais, il y a quelque chose dans... Il devait avoir de la gono dans cette communauté-là. La syphilis, mon cher. Aussi. C'était de la syphilis à l'époque. La gono, je ne sais pas quand est-ce que ça a émergé, mais en tout cas, bref, il ne vivait pas longtemps de toute façon. Là. Mon Dieu, dans une mine de même, comment veux-tu survivre? C'est une bonne mort, là. Ben, d'ailleurs, qui meurt à peu près à 60 ans. Là, qui est l'exception, d'ailleurs, il le dit. Là, les autres meurent plus jeunes. Ben oui, il a échappé à la mort plein de fois. Puis, c'est pour ça qu'il s'appelle Bonne mort. Oui, tout à fait. D'où son nom. Mais sa mort n'est pas bonne. Mais en tout cas, c'est ça. Mais là-dessus... il ne meurt pas, en fait, là, mais on comprend qu'il n'en reste pas long. Là. Non, c'est ça. Mais... on parlait de l'amour, de la bestialité. Oui, je pense que c'est ça, c'est que la vertu, les bonnes mœurs appartiennent à ceux qui ont les moyens d'en avoir. Moi, c'est comme ça que je l'ai lu. Alors, tant mieux si toi, tu as vu de l'humanité, là, mais... oui, mais non, là, maintenant que tu le dis, non, je trouve que ça a beaucoup de sens. Puis, tu sais, quand je faisais ma maîtrise, c'était aussi une stratégie de survie. Tu sais, les rapports de séduction, quand tu réussis à séduire, là, t'es deux pour survivre. Tu sais, t'es plus un, t'es deux. Fait que, moi, il y a quelque chose dans... Ça endure, ben oui. Devant l'adversité, ça nous rapproche. C'est ça. Ben, dans le livre, c'est dit aussi, tu sais, à un moment donné, Étienne ne comprend pas pourquoi Catherine reste avec Chaval. Puis elle dit, ben, tu sais, 8 femmes sur 10 se font battre. C'est juste normal, tu sais. Ben là, c'est plus aussi dans sa relation avec elle-même, puis dans l'internalisation de la violence, puis... Mais elle mentionne que son sort n'est pas différent de celui des autres femmes, OK? Oui, c'est ça. Je veux juste dire, c'est le mécanisme de défense, de rationalisation. Là, mais c'est aussi une stratégie de survie. C'est que tu te matches pas pour être en amour, tu te matches pour
Mais je pense pour que... chauffer le lit, là, tu sais. Ouais, mais il y a aussi une... Tu sais, je pense qu'elle reconnaît elle-même son regret. Puis, tu sais, elle dit, justement, dans ce moment-là où... ben, bref, la scène est que Chaval et Étienne se battent. Étienne en sac une raclée, finalement, à Chaval. Chaval part un peu... s'enfuit. Puis là, Catherine veut le suivre, puis Chaval, il dit non, non, tu restes avec Étienne, puis tu as trouvé ton nouvel homme, tu sais. Puis là, Catherine a dit un peu, c'est quoi, là, dans le fond, je m'en vais avec toi, puis après ça, toi, tu vas te faire battre par un autre, puis là, je vais aller avec un autre. Puis il y a un peu aussi une volonté de fidélité à la première personne qui l'a eu, vraiment comme si elle était un bien qu'on pouvait posséder, là, ce qui est un peu malheureux. Ouais. Mais non, c'est ça. Moi, j'en faisais une critique sociale de la part de Zola. Mais ceci dit, ce que j'allais dire, c'est qu'on ne sait pas comment s'exprimait la sexualité à la fin du 19e siècle. T'sais, on a les poètes là, qui nous font l'absinthe et tout ce qui vient avec, et la syphilis. Et, c'est décrit amplement dans la littérature du 19e siècle. Là. J'ai souvent un espoir, moi, qui parle d'homosexualité, mais il n'en a pas parlé. Tu sais, dans sa lecture très lucide, ça aurait fait bien quand même d'en parler, alors que c'est pas mentionné vraiment. Oui, mais ça doit être les ultimes tabous. Possiblement. Ouais. À l'époque. De l'époque. Ouais. Ouais. Parce que, ouais, en tout cas. Mais une des choses aussi que... Si je voulais parler de Jeanlin. De? Jeanlin. OK, vas-y. Ben, qu'est-ce qu'il fait là, ce personnage-là? Je l'ai pas retenu. C'est un petit gars de 10 ans qui finalement fait un assassinat d'un soldat plus tard Mais dans non, le livre. Puis c'est vraiment un malfrat tout le long, mais qui est un peu protégé par l'histoire parce qu'il est un maheu, puis qu'il est assez utile parce qu'il amène la nourriture à Étienne qui lui permet de survivre puis de traverser l'histoire, tu sais. Et là, je suis pas allée là dans ma tête. Mais en fait, moi, on est toujours dans la même critique sociale. C'est que quand tu as faim, tu peux faire n'importe quoi. Tu sais, je veux dire, on est dans une critique sociale. On est à des gens qui, confrontés à la pauvreté, deviennent, à mon sens, bestiales, violents, perdent les... Tu sais, face à la misère, tu es en stratégie de survie, puis tu redeviens, tu sais, dans une stratégie du roi de la montagne. Puis, tu sais, c'est vraiment excellent. ça. C'est ce que je disais au début de la critique. Tu sais, tout excellent. le monde aspire à prendre du pouvoir. Excellent. Tout le monde veut. Puis, jusqu'à l'enfant de 10 ans, là, c'est internalisé. Tout le monde est en train d'essayer de survivre. Puis, tu sais... Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que au début de la grève, tout le monde est là pour les principes de la justice, puis tout ça, puis tout le monde y croit, puis comprennent un peu le raisonnement derrière l'idée de la justice pour tous. Puis là, à un moment donné, il vient un moment où les gens ont tellement faim. Mais il n'y a plus rien. Qu'ils veulent. Tu sais, c'est ça. Tout ce qui importe, c'est. Puis là, il y a même une colère contre Étienne qui leur avait mis ces idées-là dans la tête parce que il les a amenés à tellement négliger leurs besoins de base. Il ne faut pas oublier aussi que le roman commence dans une crise économique. Là. Le roman commence avec l'idée que même ta misère la plus crasse, c'est un privilège. Moi, c'est comme ça qu'on lit le roman. Fait que tu imagines l'humiliation, puis ils sont tous dans des... C'est mieux que de crever à la ferme. Les fermes sont pas bonnes. Tout le monde... On est dans une France incroyable où il n'y a pas d'espoir. Et là, la mine est un maigre espoir. Puis là, il y a quelqu'un qui te convainc que tu pourrais mériter un meilleur sort, mais avec tous les déchirements que ça comporte, là, parce que dehors, les mendiants sont sur le chemin. Étienne, c'est un mendiant qui n'avait même pas sa place à la mine, mais il était là au bon moment, tu sais, il est mardeux, là, mais tellement, tu sais. Puis, mais on est dans une France où tout va mal. Et effectivement, ça peut brûler. Ouais. Ça pourrait brûler, puis tout pourrait être recommencé, mais c'est pas ça qui va arriver. Il y a plusieurs échos à la Révolution française aussi qui sont faits dans le livre où on mentionne justement que la vraie révolution, elle est faite par le peuple, alors qu'il y a plusieurs échos dans le livre où on mentionne que la Révolution française avait été faite par les bourgeois, puis que c'est pour ça que ça va mal. Puis là, bon, on comprend qu'on est comme dans une période de restauration où, en tout cas, il y a l'Empire, puis c'est pas tout à fait en République, là, si j'ai bien compris, mais bon, je suis pas un expert là, non, moi non plus, je vais pas là. France post-révolutionnaire, là, mais on comprend qu'il y a eu certains allers-retours entre la République, les empereurs, les rois et... Mais c'est ça où, effectivement, donc cette volonté-là
rétablir le pouvoir, de rétablir le système économique n'a pas fonctionné, puis qu'on se retrouve à reproduire finalement ce qui existait, la monarchie qui existait, mais là, une monarchie qui est par le capital et non une monarchie qui est par le lien de Dieu. Puis on parle souvent de la compagnie avec un... On parle souvent de la compagnie avec un directeur qu'on ne connaît pas puis qui est à Paris, un peu comme, un peu comme un roi ou comme Dieu. Oui, mais je ne suis pas sûre que les rois, à l'époque, on a changé de système parce que les rois, à l'époque, ne redonnaient pas. Ils venaient chercher, il y avait leur face. Là, tu as une compagnie qui se dit et qui se croit sincèrement bienveillante dans une France. Penses-tu qu'elle le pense? Non, je pense pas qu'elle... Je pense qu'elle est consciente que c'est un message, que c'est une façade, là. Ah non, moi, je dirais... Le mépris des directeurs. Non, il y a un mépris. Tout le monde est... Non, mais en même temps, on vous offre... Tu sais, ils construisent des logements, là. La compagnie voit son intérêt, là. La compagnie contrôle le micro-univers. Et, tu sais, c'est ça. Et il voit son intérêt, voit... Tu sais, il y a quelque chose dans la compagnie État qui est très, très fort. Puis d'ailleurs, c'est la première rencontre, c'est ça. C'est, ben voyons, pauvre vous, je vous loge. De quel droit pouvez-vous vous opposer à moi qui vous loge? Puis il faut entendre puis qui traite de paresseux aussi. Oui, là. puis il faut entendre à côté de ça que plein de monde crève de faim. Tu sais, Étienne n'aurait pas dû se trouver une job. Tu sais, Étienne, t'es un parmi tant d'autres, t'as pas ta place, c'est pas là que ça va. Tu sais, on devrait pas embaucher des gens comme ça. Tu sais, puis à un moment donné, il y a la crainte du précédent, puis là, toute la rationalisation de dire, oui, mais OK, il remplace une femme. Bon. OK. Bon, là, Isabelle a déjà réagi, mais c'est ça. Moi, j'ai vu vraiment puis encore là, je fais des parallèles. Là. Je vois tous les parallèles que je fais. Ouais. Encore là, il y a des compagnies qui se sentent bienveillantes, qui disent je fais pas exprès de polluer, je fais pas exprès, tu sais, je suis le poumon économique. Si j'en fais plus, le directeur ailleurs va me fermer. Puis, tu sais, on est dans les mêmes discours. Il n'y a rien qui a changé en 140 ans. Je suis découragée. Mais il y a un État-nation. Un peu, quand même. Un État-nation. Mais je comprends mais je comprends par contre que clairement, oui, il y a des choses qui n'ont pas changé. Là. Non, mais c'est... Le niveau de vie est... Le niveau de vie est... Non, mais tu sais, j'arrête pas. Tu sais, là, je suis dans un discours extrémiste, mais tu sais, quand je monte les graphiques, le niveau de vie augmente, la richesse, le revenu moyen par personne, l'extrême pauvreté de moins d'$1 se réduit, la pauvreté chez les enfants réduit. Il y a plein d'affaires qui vont bien. Là. Fait que oui, tu as raison. Mais on est encore dans les objectifs du développement durable. Oui, je vais toutes les nommer. Mais l'enjeu, c'est qu'on est encore dans ces rapports de pouvoir-là. Probablement moins dans les extrêmes, mais je pense qu'il y a encore ce genre de rapport de pouvoir-là. Il y a encore une ascension, il y a encore un désir. Puis quand on accède au pouvoir, puis là, d'un coup, on devient aveugle de ce qu'on induit, de ce qu'on impose, puis là, tu sais, on l'a mérité. Tu sais, en tout cas, bref. Ben oui, c'est bien sûr que la méritocratie est très présente dans le roman. Puis c'est ce que veut faire Chaval, c'est ça qu'il veut, tu sais, il veut s'élever, là aussi, là. Penses-tu que... Parce que, ultimement, le roman se finit assez mal. Penses-tu que Zola croyait pas qu'on pouvait s'en sortir? Parce que, ultimement, j'ai trouvé que le livre, c'était David contre Goliath, mais Goliath qui gagne à la fin. Mais tantôt, tu parlais de l'époque. Hein? C'est une époque où les régimes changent. On est dans la grande instabilité, dans la grande pauvreté. Moi, tu sais... Quoique, c'est plus les guerres mondiales, je trouve, qui ont précipité la fin de la monarchie. Oui, mais là, tu me fais perdre mon propos, mais ce que je veux dire, c'est que tu me dis, est-ce que Zola croyait qu'il y avait un avenir? Est-ce qu'il était pessimiste ou optimiste? Ouais. Moi, je pense qu'il est dans une époque où ça oblige le pessimisme. Ça oblige on est dans une époque d'instabilité politique, on est dans une époque où les idées émergent, mais font pas la révolution. Ça se passera pas avant 1914. On a déjà décrit le concept de capital, c'est déjà existant, mais on n'est pas dans une social-démocratie auquel ces écrits-là aspirent, puis on est au contraire dans de la grande instabilité qui va durer longtemps. Là. L'industrialisation, avant qu'elle percole puis qu'elle nous amène vers la vie qu'on mène en ce moment, elle va connaître beaucoup de soubresauts basés sur une richesse au détriment Bien sûr.
sais, Puis bien du monde. encore à ce jour, tu sais, où on a une délocalisation, puis qu'en Occident, on a un niveau de vie qui se fait souvent aux dépens d'autres populations. Oui, oui, mais on est tout le temps dans ces réalités-là, puis on est encore dans ces... C'est ça, ben là, on déprime, là, mais... Mais par rapport à, c'est ça, à l'intention de Zola, penses-tu que sinon, peut-être qu'il y avait une volonté plutôt de t'indigner en lisant le livre, tu sais? Oh, Et justement, il joue sur les émotions. parce qu'il Moi, y a je un pense que c'est ça. pessimisme, mais qu'ultimement, que le pessimisme du roman incite une colère, puis un passage à l'action. Non, mais moi, je pense que c'était l'intention. L'intention est de... Germinal, de germer, justement. Non, mais je pense que c'est volontaire. C'est de dire, il faut semer la graine d'un changement. On est dans une époque où tout va mal. Indignons-nous, Français, montons, tu sais, assumons notre siècle des Lumières, tu sais, fraternité, égalité, puis là, fraternité, égalité, liberté. Liberté, égalité, Zola dit, on n'est pas là pantoute, là. Non. Voilà, réveillons-nous. Puis, ouais, vas-y. Non, c'est correct. Ben, on parlait de Jeanlin. Excuse, j'ai fait un gros détour, mais on parlait de Jeanlin tantôt. Puis je pense qu'il y avait aussi cette volonté-là de Jeanlin effectivement, de vivre au-dessus des règles, tu sais, puis de ne pas tomber dans le système, puis de dire, c'est pas vrai que moi, je vais mourir, puis je vais attendre que le capital d'attendre que la redistribution de la richesse retombe jusqu'à moi, puis que je puisse manger. Mais ultimement, ça vient aussi avec un peu de lawlessness-là. Donc, cette vie hors la loi, ça vient aussi avec le fait qu'il décide de tuer quelqu'un de manière complètement désintéressée, puis juste parce qu'il en a envie. Tu sais. Donc, moi, on a un superbe roman, superbement bien écrit, avec toutes sortes de lectures possibles, à la fois individuelles, à la fois sociétales. On peut le voir avec un angle de santé publique. Moi, je m'étais dit que ce roman-là devait être lu par tous les résidents de santé publique et résidentes. C'est une lecture obligatoire? Parce que moi, j'étais allé au cégep en anglais. Là. Non, c'est pas... non, je ne sais pas pourquoi je l'ai lu. Parce que moi, j'ai parlé avec d'autres gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient lu au cégep, mais je ne sais pas si c'était une lecture juste en dilettante. Mais... moi, je pense que je l'ai lu dans le système français. Ah. Je pense que c'est la même année que... T'as fait ton Stanislas à Montréal, je ne sais pas trop? Non, j'ai étudié une année à Paris. Mes parents ont pris une année sabbatique. Moi, tu vois, à Paris, à Bobo, tout est bon. Alors, je voyage plus maintenant. Mais je pense que c'est dans ce contexte-là que je l'ai lu. Donc... où je l'ai lu juste parce qu'il traînait dans la bibliothèque à mon père. Mon père avait d'assez bons livres. Là. Tu sais, encore là, la culture, ça se reproduit. Oui, la culture, ça se reproduit. Tu vois, moi, j'ai un peu de génération spontanée. Mais... Ben oui, mais... en tout cas, chez nous. Oui. Mais j'arrive pas à la traduire à mes enfants, fait que peut-être que c'est encore là une généralité. Mais je pense que je l'ai... Mais je l'ai lu fin secondaire, début cégep. Là. Pour moi, dans ma tête, là, c'est à cette époque-là. Je réalise que j'avais vraiment du temps parce qu'à l'époque, j'ai lu toutes sortes d'affaires. Mais en tout cas, on en reparlera. On parlera d'autres livres que j'ai lus, mais fait que je pensais pas avoir autant de plaisir à relire quelque chose. C'est une œuvre incroyable. Je recommande vraiment aux gens de... Bon, on aura un peu tout scrappé, là, mais même... Bon, mais même quand on connaît la fin... c'est agréable à lire. Non, mais j'ai eu du plaisir à le relire. C'est la preuve que même si tu connais la fin, ça ne change rien. Ah, c'est bien décrit, c'est... La boue dans les caniveaux, la neige, le froid. J'ai froid au bout des doigts, tu sais... fait que c'est ça. Voilà. Merci. Tout est dit. Ben, mon Dieu. Allez le lire, garochez-vous. Puis sur ce... Et prenez du temps pour bien le lire. Pas à 3 heures du matin, ça fait faire des cauchemars. Long, ça prend des... Pour vrai, moi, la première lecture, je pense que ça a pris 3-4 mois. Fait que puis là, je l'ai relu comme en 1 mois, là, ce qui était vraiment pas assez de temps en plus de commencer une nouvelle carrière. Fait que prenez le temps de le lire. C'est un livre qui se savoure. C'est pas un livre qu'on peut faire très rapidement. Là. Voilà. Sur ce, faut aller. Merci.